Alexandre Dubois observait la ville de Paris depuis les baies vitrées de son bureau au 52e étage de la tour Montparnasse. Les lumières scintillaient comme des diamants éparpillés sur un tissu de velours noir, mais cette beauté ne parvenait plus à émouvoir son cœur endurci par des années de solitude dorée. À 34 ans, il possédait un empire financier estimé à plus de 3 milliards d'euros, des propriétés dans le monde entier et une réputation qui faisait trembler les salles de marché. Pourtant, en cette soirée de novembre, Alexandre ressentait un vide immense qui semblait grandir avec chaque succès professionnel. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées mélancoliques. Le nom de Marcus Leroy s'affichait sur l'écran, son meilleur ami depuis l'université, probablement la seule. Personne au monde qui osait encore lui dire ces 4 vérités. Alexandre décrocha avec un soupir résigné, sachant pertinemment que Marcus allait encore une fois essayer de le convaincre de sortir de sa tour d'ivoire. « Alexandre, mon vieux, tu ne peux pas continuer à vivre comme un ermite », commença Marcus sans préambule, sa voix chaleureuse résonnant dans le bureau silencieux. « J'ai organisé quelque chose pour toi demain soir. Un rendez-vous à l'aveugle avec une fille formidable que ma femme a rencontrée à son cours de peinture. » Alexandre ferma les yeux, massant ses tempes avec ses doigts. Les tentatives de Marcus pour lui trouver une compagne étaient devenues une routine mensuelle, et chaque fois, Alexandre trouvait une excuse pour éviter ces rencontres qui ne menaient nulle part. Les femmes qu'il rencontrait habituellement étaient soit intéressées par sa fortune, soit impressionnées par son statut social. Mais aucune ne semblait voir l'homme derrière le milliardaire. « Marcus, tu sais très bien que ces rendez-vous arrangés ne mènent jamais à rien », protesta Alexandre, tournant le dos à la fenêtre pour s'asseoir dans son fauteuil en cuir italien. « La dernière fois, cette femme a passé toute la soirée à me parler de ses projets d'investissement immobilier. Elle avait même apporté un dossier de présentation. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour nous. Encouragez à continuer. Et dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous d'Alexandre jusqu'à présent? Vous semble-t-il sympathique malgré sa richesse et sa solitude? Marcus éclata de rire à l'autre bout du fil. « Écoute, Alexandre, je te promets que cette fois c'est différent. Isabelle, c'est la fille en question. Elle n'a aucune idée de qui tu es vraiment. Ma femme lui a simplement dit que tu étais un homme d'affaires sympathique, à la recherche d'une compagnie agréable. Elle ne connaît ni ton nom de famille, ni ton empire financier. C'est l'occasion parfaite pour toi de rencontrer quelqu'un qui s'intéressera à Alexandre l'homme, pas à Alexandre le milliardaire. » Cette perspective intrigua Alexandre malgré lui. Depuis combien de temps n'avait-il pas eu une conversation authentique avec quelqu'un qui ne connaissait pas sa réputation? Il se souvenait à peine de la sensation d'être apprécié pour sa personnalité plutôt que pour son compte en banque. « Où et quand ?» demanda-t-il finalement, surpris par sa propre acceptation. Il pouvait presque sentir le sourire triomphant de Marcus à travers le téléphone. « Demain soir, 19h, au café Le Procope, dans le 6e arrondissement. C'est un endroit simple, chaleureux, parfait pour une première rencontre. Et Alexandre, essaye de ne pas arriver en Bentley, d'accord? Prends le métro ou un taxi ordinaire. » Alexandre promit, amusé malgré lui par les recommandations de son ami. Après avoir raccroché, il resta longtemps assis dans son bureau, contemplant cette décision impulsive qui pourrait changer le cours de sa soirée du lendemain. Le lendemain, Alexandre se regarda dans le miroir de sa suite au Ritz, hésitant sur le choix de ses vêtements. Habituellement, il portait des costumes sur mesure qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, mais ce soir, il voulait paraître accessible, normal. Il opta finalement pour un jean sombre de bonne qualité, une chemise blanche simple et un pull en cachemire bleu marine. Même dans cette tenue décontractée, il conservait une élégance naturelle qui trahissait ses origines privilégiées. Mais c'était un début. Il glissa sa montre Patek Philippe dans sa poche et choisit une montre plus simple, celle que son père lui avait offerte pour ses 20 ans, avant que la fortune ne transforme leur relation en un jeu de pouvoir permanent. En sortant de l'hôtel, Alexandre hésita un instant devant sa Bentley dont le chauffeur l'attendait comme chaque soir. « Bonsoir, monsieur Dubois. Où souhaitez-vous vous rendre ce soir ?» demanda Georges, son chauffeur depuis plus de 10 ans. « En fait, Georges, je vais prendre le métro ce soir. Profitez de votre soirée. » Le visage du chauffeur exprima une surprise polie, mais il se contenta de hocher la tête respectueusement. Alexandre n'avait pas pris le métro depuis ses années d'étudiant, et redécouvrir cette expérience lui procura une sensation étrange de liberté. Anonyme parmi la foule des voyageurs, il observait les visages fatigués des travailleurs rentrant chez eux, les couples qui se tenaient la main,
les étudiants plongés dans leurs livres. Arrivé devant le café Le Procope, Alexandre sentit une nervosité inhabituelle s'emparer de lui. Ce petit établissement aux murs chargés d'histoire contrastait drastiquement avec les restaurants étoilés qu'il fréquentait habituellement. Les tables en bois patinées par le temps, les banquettes en velours rouge légèrement usées et l'atmosphère décontractée lui rappelaient ses années d'université, quand la vie était plus simple et les relations plus authentiques. Il poussa la porte en bois et fut accueilli par la chaleur du lieu et le murmure des conversations. Le serveur, un homme d'âge mûr au sourire bienveillant, s'approcha de lui. « Bonsoir, monsieur. Vous avez réservé ?» Alexandre hocha la tête, donnant le nom sous lequel Marcus avait réservé, et fut conduit vers une table près de la fenêtre. Installé à sa table, Alexandre commanda un verre de vin rouge ordinaire, refusant instinctivement la carte des grands crus que le serveur lui proposait. Il consulta sa montre simple, 19h moins 5. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait souhaité, et il ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi ressemblait cette mystérieuse Isabelle. Marcus lui avait simplement dit qu'elle était authentique et belle, ce qui ne l'aidait pas beaucoup. Alexandre observait chaque femme qui entrait dans le café, essayant de deviner laquelle pourrait être son rendez-vous. À 19h pile, la porte s'ouvrit sur une silhouette féminine qui attira immédiatement son attention, non pas par une beauté spectaculaire, mais par quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Isabelle Martin entra dans le café en secouant doucement ses cheveux châtains humides par la pluie fine qui tombait sur Paris. Elle portait un manteau beige, légèrement usé, mais parfaitement propre, et ses yeux noisettes balayaient la salle avec une timidité mêlée d'appréhension. Alexandre sut instantanément que c'était elle, non pas grâce à un signe distinctif que Marcus aurait pu lui donner, mais par une intuition profonde, qui le surprit lui-même. Quand leurs regards se croisèrent, il ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, un mélange de nervosité, d'excitation et de vulnérabilité qui lui coupa presque le souffle. Isabelle lui sourit timidement, et ce sourire simple mais sincère illumina quelque chose au fond de son cœur endurci. « Excusez-moi, vous êtes Alexandre ?» demanda-t-elle en s'approchant de sa table, sa voix douce teintée d'un léger accent du sud de la France. Alexandre se leva immédiatement, manquant de renverser son verre de vin dans sa précipitation. « Oui, c'est moi, et vous devez être Isabelle. Je vous en prie, asseyez-vous. » Il l'aida à retirer son manteau, remarquant la simplicité de sa robe bleu marine, élégante malgré son prix manifestement modeste. Quand elle s'assit en face de lui, Alexandre fut frappé par sa beauté naturelle, dénuée de tout artifice. Pas de bijoux coûteux, pas de maquillage sophistiqué, juste une femme authentique, avec des yeux expressifs et un sourire qui semblait venir du cœur. « Je dois vous avouer que je suis assez nerveuse », admit Isabelle en riant doucement, ses mains jouant avec la serviette en tissu. « Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de rendez-vous. En fait, c'est la première fois que j'accepte un rendez-vous à l'aveugle. » Alexandre sourit, rassuré par cette confession qui faisait écho à sa propre nervosité. « Moi aussi, je dois l'admettre. Mon ami Marcus peut être très persuasif quand il s'y met. » Ils échangèrent un sourire complice, et Alexandre sentit une partie de sa tension s'évaporer. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité de cette femme, dans son absence totale de prétention ou de calcul. Le serveur s'approcha pour prendre la commande d'Isabelle, et Alexandre observa avec attention sa façon de consulter la carte. Elle étudiait les prix avec une discrétion qui ne lui échappa pas, et il comprit qu'elle calculait mentalement ce qu'elle pouvait se permettre. « Je vais prendre une salade verte et un verre d'eau, s'il vous plaît, » dit-elle finalement. Alexandre intervint immédiatement, avec une délicatesse qui le surprit lui-même. « En fait, j'ai une faim de loup ce soir. Isabelle, cela vous dérangerait-il si nous partagions quelques plats? J'ai entendu dire que les spécialités de la maison sont excellentes, et j'aimerais goûter à plusieurs choses. » Il vit dans ses yeux un mélange de gratitude et de fierté blessée, et il se dépêcha d'ajouter « J'insiste vraiment, cela me ferait plaisir. » Isabelle accepta finalement, et ils commandèrent ensemble un assortiment de plats traditionnels français. Pendant que le serveur notait leur commande, Alexandre ne pouvait s'empêcher d'observer cette femme qui commençait déjà à bouleverser quelque chose en lui. Sa façon de remercier le serveur avec une politesse sincère, ses gestes mesurés mais gracieux, et surtout cette lumière dans ses yeux qui parlait d'une richesse intérieure qu'aucune fortune ne pouvait acheter. « Alors, Alexandre, dit-elle une fois qu'ils furent seuls, Marie-Claire m'a dit que vous étiez dans les affaires.
C'est un domaine que je connais mal mais qui doit être passionnant. En fait, répondit Alexandre, choisissant ses mots avec soin, je travaille dans la finance. C'est, comment dire, moins glamour que cela en a l'air. Il ne mentait pas techniquement, mais il omettait volontairement l'ampleur de son empire. Et vous, Isabelle, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent immédiatement et Alexandre comprit qu'il avait touché quelque chose d'important. Je suis institutrice dans une école primaire du 19e arrondissement. J'enseigne à des enfants de 7 et 8 ans. C'est toute ma vie, vraiment. Ces petits bonshommes et ces petites filles me donnent une énergie incroyable chaque jour. L'enthousiasme. Dans sa voix était communicatif, et Alexandre se surprit à l'écouter avec une attention qu'il n'avait plus accordée à personne depuis longtemps. Vous savez, continua Isabelle, ces enfants viennent souvent de familles modestes et parfois difficiles, mais ils ont une soif d'apprendre, une curiosité naturelle qui me rappelle chaque jour pourquoi j'ai choisi ce métier. Hier, par exemple, un de mes élèves, Malik, qui a des difficultés en lecture, a réussi à lire un livre entier pour la première fois. Le sourire qu'il avait, c'était magique. Alexandre l'écoutait, fasciné par cette passion authentique qui contrastait si fortement avec les conversations superficielles qu'il avait l'habitude d'entendre dans son milieu. « Cela doit être gratifiant, » dit-il sincèrement, « d'avoir un tel impact sur la vie de ses enfants. » Isabelle hocha la tête, mais son sourire se teinta d'une légère mélancolie. « Oui, c'est vrai, mais parfois c'est aussi frustrant. Nous manquons tellement de moyens, les classes sont surchargées, nous n'avons pas assez de matériel pédagogique, et certains enfants arrivent à l'école le ventre vide. » Alexandre sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette femme parlait d'un monde qu'il avait complètement oublié, un monde où les problèmes étaient réels et tangibles, où l'argent n'était pas un concept abstrait, mais une nécessité quotidienne. Leurs plats arrivèrent, et la conversation se poursuivit naturellement. Alexandre découvrait une femme cultivée, drôle et profondément humaine. Elle lui racontait des anecdotes sur ses élèves avec une tendresse qui le touchait, et il se surprenait à rire de bon cœur pour la première fois depuis des mois. « Et vous, Alexandre ?» demanda-t-elle en coupant délicatement son poisson. « Qu'est-ce qui vous passionne en dehors du travail? Vous avez des hobbies, des centres d'intérêt ?» La question le prit au dépourvu. Depuis quand n'avait-il pas eu de vraie passion? Ses journées étaient rythmées par les réunions, les décisions stratégiques, les acquisitions d'entreprises. Que faisait-il pour le plaisir? « J'aime lire », répondit-il finalement, se raccrochant à une activité qu'il pratiquait encore, même si c'était souvent pour se tenir informé des tendances du marché. La littérature classique, principalement. Et j'aime aussi la musique classique. J'ai pris des cours de piano étant enfant, mais je n'ai plus touché un clavier depuis des années. Il y avait une tristesse dans sa voix qu'Isabelle ne manqua pas de remarquer. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer », dit-elle doucement. « Moi, j'ai appris la guitare il y a seulement 2 ans. J'en joue le soir, après les corrections de copie. C'est ma façon de décompresser. » Alexandre l'imagina dans un petit appartement, corrigeant les devoirs de ses élèves à la lueur d'une lampe, puis prenant sa guitare pour jouer quelques accords. Cette image d'une vie simple mais riche de sens le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru possible. « Vous jouez quoi comme musique ?» demanda-t-il, véritablement intéressé. « Un peu de tout. Des chansons françaises, du folk, parfois des morceaux que j'invente. Rien de très sophistiqué, mais cela me fait du bien. » Elle rougit légèrement comme si elle venait de révéler quelque chose d'intime. « J'aimerais beaucoup vous entendre jouer un jour, » dit Alexandre spontanément, puis il rougit à son tour, réalisant qu'il venait de suggérer une prochaine rencontre. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère de plus en plus détendue. Isabelle avait cette capacité rare de mettre les gens à l'aise, de créer une bulle d'intimité même dans un lieu public. Alexandre se surprenait à lui parler de choses qu'il n'avait jamais confiées à personne, de sa solitude, de ses questionnements sur le sens de sa vie, de ses regrets concernant sa relation avec son père. « Mon père, » dit-il en tournant son verre de vin entre ses mains, « c'était un homme dur, obsédé par la réussite financière. Il m'a transmis son empire, mais aussi sa froideur. Parfois, je me demande si j'ai réellement choisi ma vie ou si je ne fais que suivre un chemin tracé d'avance. » Isabelle l'écouta avec une attention bienveillante, sans jugement. « Vous savez, Alexandre, » dit-elle finalement, « il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Vous semblez être quelqu'un de bien, quelqu'un qui s'interroge sur le sens de ses actions. C'est déjà beaucoup. »
Ces mots simples touchèrent Alexandre plus profondément que tous les compliments qu'il avait pu recevoir sur ses succès professionnels. Cette femme voyait en lui quelque chose que lui-même avait oublié, sa humanité. « Et vous, Isabelle, demanda-t-il, vous n'avez jamais eu envie d'autre chose, de voyager et de vivre une vie plus confortable ?» Un sourire mélancolique passa sur le visage d'Isabelle. « Bien sûr, j'ai des rêves. J'aimerais voyager, découvrir le monde, peut-être écrire des livres pour enfants. Mais vous savez, le bonheur ne se trouve pas forcément dans le confort matériel. J'ai mes élèves, mes amis, ma petite routine. C'est simple, mais c'est ma vie. » Alexandre fut frappé par cette sagesse tranquille, cette capacité à trouver la joie dans les petites choses. Il repensa à sa propre existence, à ses possessions multiples qu'il n'utilisait jamais, à ses voyages en jet privé vers des destinations qu'il ne prenait même plus le temps d'apprécier. « Vous avez une façon de voir les choses qui est rafraîchissante, » dit-il sincèrement. « Dans mon milieu, tout le monde court après toujours plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Mais vous semblez avoir trouvé un équilibre. » Isabelle secoua doucement la tête. « Je ne suis pas parfaite, Alexandre. J'ai mes moments de doute, mes inquiétudes. Parfois, je me demande si je pourrais payer mon loyer le mois prochain, ou si je ne passe pas à côté de quelque chose d'important en restant dans ma zone de confort. Mais au final, je préfère une vie authentique, même imparfaite, à une existence dorée mais vide. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Alexandre avec une force qu'il n'attendait pas. Cette femme venait de résumer en quelques mots ce qu'il ressentait depuis des années sans parvenir à le formuler. Sa vie était dorée mais vide. Il la regardait parler, ses yeux expressifs s'animant selon ses émotions, ses mains gracieuses accompagnant ses paroles, et il réalisait qu'il était en train de tomber amoureux. Non pas de l'amour superficiel et éphémère qu'il avait connu jusqu'alors, mais de quelque chose de plus profond, de plus authentique, qui naissait de la reconnaissance mutuelle de deux âmes compatibles. La soirée touchait à sa fin, et Alexandre ne voulait pas que ce moment magique se termine. « Isabelle » dit-il en se penchant légèrement vers elle, « je dois vous avouer quelque chose. Cette soirée a été extraordinaire. Je n'ai pas passé un moment aussi agréable depuis très longtemps. » Elle sourit, une rougeur délicate colorant ses joues. « Moi aussi, Alexandre. Vous êtes différent de ce que j'imaginais. Plus sensible, plus profond. » Ils se regardèrent en silence pendant quelques secondes, et Alexandre sentit que quelque chose d'important était en train de se jouer entre eux. « Est-ce que vous accepteriez de me revoir ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité qu'il n'arrivait pas à dissimuler. « J'aimerais beaucoup vous faire découvrir d'autres endroits. Continuez cette conversation. » Isabelle hésita un instant, et Alexandre crut que son cœur allait s'arrêter de battre. « Oui, » dit-elle finalement, « j'aimerais beaucoup aussi. » Le soulagement et la joie envahirent Alexandre avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Il avait l'impression qu'une nouvelle page de sa vie venait de s'ouvrir, une page où l'amour véritable pourrait enfin trouver sa place. Il insista pour payer l'addition, malgré les protestations polies d'Isabelle, et ils sortirent ensemble dans la nuit parisienne. La pluie avait cessé et les rues luisaient sous les réverbères. « Je peux vous raccompagner ?» proposa Alexandre. « J'habite près du métro République » répondit Isabelle. « Ce n'est pas très loin, mais si cela ne vous dérange pas... » Ils marchèrent côte à côte dans les rues de Paris, leurs pas s'accordant naturellement, leur conversation se poursuivant avec la même fluidité qu'au restaurant. Alexandre découvrait la ville sous un angle différent, à travers les yeux d'Isabelle qui lui montraient de petits détails qu'il n'avait jamais remarqués. Une façade art déco, un chat endormi sur un rebord de fenêtre, la beauté des reflets dans les flaques d'eau. Arrivé devant l'immeuble d'Isabelle, un bâtiment ancien mais bien entretenu dans une rue tranquille, ils s'arrêtèrent, tous deux conscients que ce moment marquait la fin de leur première rencontre. « Merci pour cette soirée merveilleuse » dit Isabelle, ses yeux brillants dans la lumière douce du réverbère. « J'ai passé un moment vraiment spécial. » Alexandre sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. « Moi aussi, Isabelle, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Il hésita un instant, puis se pencha doucement vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser tendre et innocent, chargé de toute la promesse des sentiments naissants. Quand ils se séparèrent, Alexandre avait l'impression que le monde avait changé autour de lui. « Je vous appelle demain ?» demanda-t-il, espérant ne pas paraître trop empressé. « Oui » répondit Isabelle avec un sourire radieux. « J'aimerais beaucoup. » Elle entra dans son immeuble,
et Alexandre resta quelques instants sur le trottoir, regardant les fenêtres s'éclairer au 3e étage. Il imagina Isabelle dans son appartement, se préparant pour la nuit, peut-être en repensant à leur soirée comme lui-même le faisait. Pour la première fois depuis des années, Alexandre Dubois se sentait vivant, véritablement vivant. Le trajet du retour vers son hôtel lui parut différent. Les rues de Paris avaient une beauté nouvelle, une poésie qu'il n'avait jamais remarquée. Il prit le métro comme à l'aller, mais cette fois-ci, il observait les autres passagers avec une curiosité bienveillante. Il y avait tant de vie, tant d'histoires dans cette ville qu'il pensait connaître. Arrivé dans sa suite au Ritz, Alexandre contempla le luxe qui l'entourait avec un regard neuf. Ses meubles précieux, ses œuvres d'art, ses tissus coûteux lui semblaient soudain froids et impersonnels. Il repensa à la chaleur simple du café Le Procope, à la sincérité d'Isabelle, à cette connexion authentique qu'il avait ressentie avec elle. Il s'installa dans son fauteuil préféré, un verre de whisky à la main, et réfléchit à cette soirée qui avait bouleversé quelque chose en lui. Isabelle ne savait rien de sa fortune, de son statut social, de son pouvoir. Elle l'avait apprécié pour lui-même, pour l'homme qu'il était au-delà de tous ses attributs extérieurs. Cette expérience lui donnait un aperçu de ce que pouvait être une relation authentique, basée sur des sentiments véritables plutôt que sur l'intérêt ou la fascination pour sa richesse. Il se demanda combien de temps il pourrait maintenir ce mensonge par omission et quelles seraient les conséquences quand Isabelle découvrirait la vérité sur son identité. Ses pensées l'accompagnèrent jusque dans son sommeil, un sommeil plus paisible qu'il n'en avait connu depuis longtemps. Il rêva d'Isabelle, de sa voix douce, de son rire cristallin, de ses yeux noisettes qui semblaient voir au-delà des apparences. Il rêva aussi d'une vie différente, d'un bonheur simple fait de petits moments partagés, de conversations authentiques et de sentiments sincères. Au réveil, Alexandre sut que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Cette femme exceptionnelle avait réveillé en lui des émotions qu'il croyait mortes, et il était prêt à tout pour préserver ce bonheur naissant, même si cela impliquait de repenser complètement son mode de vie. La journée qui suivit fut particulièrement difficile pour Alexandre. Il tentait de se concentrer sur ses affaires, sur les décisions importantes qu'il devait prendre concernant l'acquisition d'une nouvelle entreprise, mais ses pensées revenaient sans cesse à Isabelle. Son assistante, Madame Rousseau, une femme d'une efficacité redoutable qui travaillait pour lui depuis 10 ans, remarqua immédiatement son état d'esprit inhabituel. « Monsieur Dubois, dit-elle en entrant dans son bureau avec une pile de documents, vous semblez différent aujourd'hui. Tout va bien ?» Alexandre leva les yeux de son écran d'ordinateur, réalisant qu'il fixait le même tableau financier depuis une demi-heure sans rien voir. « Madame Rousseau, dit-il après un moment d'hésitation, avez-vous déjà été amoureuse ?» La question surprit visiblement son assistante, qui faillit lâcher les documents qu'elle tenait. « Monsieur Dubois, Oui, bien sûr. J'ai été marié pendant 25 ans avant que mon époux ne décède. » Alexandre hocha la tête, réalisant qu'il ne savait pratiquement rien de la vie privée de cette femme qui l'aidait à gérer son empire depuis une décennie. « Comment saviez-vous que c'était le bon ?» demanda-t-il avec une sincérité qui toucha Madame Rousseau. « Il me faisait rire, répondit-elle simplement, et il me voyait vraiment au-delà de mes défauts et de mes qualités. Il m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais lui apporter. » Ces mots résonnèrent profondément en Alexandre. « Vous avez rencontré quelqu'un, n'est-ce pas ?» demanda doucement Madame Rousseau. Alexandre sourit, un sourire différent de ceux qu'elle avait l'habitude de voir, plus chaleureux, plus humain. « Oui, admit-il, et c'est compliqué. » Madame Rousseau posa les documents sur le bureau et s'assit en face de lui, adoptant une posture moins formelle qu'à l'accoutumée. « Monsieur Dubois, si je puis me permettre, vous méritez d'être heureux. Vous avez construit un empire impressionnant. Vous avez réussi au-delà de ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Mais je vous vois tous les jours, et je sais que vous n'êtes pas heureux. » Alexandre fut surpris par cette franchise, mais aussi touché par l'attention bienveillante de cette femme qu'il considérait uniquement comme une employée efficace. « Le problème, dit-il en se levant pour faire les 100 pas devant la fenêtre, c'est qu'elle ne sait pas qui je suis vraiment. Elle pense que je suis un homme d'affaires ordinaire. Si elle découvre ma véritable fortune, ma position sociale, comment saurais-je si elle m'aime pour moi-même ou pour ce que je représente ?» Madame Rousseau réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être que la question n'est pas de savoir si elle vous aimera quand elle découvrira votre richesse, mais plutôt de savoir si vous serez capable de rester l'homme qu'elle a appris à connaître.
Cette remarque frappa Alexandre comme une révélation. Il n'avait jamais envisagé le problème sous cet angle. Cette conversation avec Madame Rousseau marqua un tournant dans la réflexion d'Alexandre. Il passa le reste de la journée à repenser à ses priorités, à ce qu'il voulait vraiment dans la vie. Vers 16 heures, il prit une décision qui l'étonna lui-même. Il annula tous ses rendez-vous de la fin de journée et quitta son bureau. Il avait envie de marcher, de respirer, de voir Paris avec les yeux d'Isabelle. Il se dirigea vers le 19e arrondissement, curieux de découvrir le quartier où elle enseignait, où elle vivait sa vie quotidienne. L'école primaire Jean-Baptiste Clément était un bâtiment de briques rouges, typique du début du XXe siècle. Alexandre s'arrêta devant les grilles, observant la cour de récréation où quelques enfants jouaient encore sous la surveillance d'une institutrice. Il imagina Isabelle dans cet environnement, avec ses élèves, leur transmettant sa passion pour l'apprentissage. À cet instant, il la vit sortir du bâtiment, un sac rempli de cahiers à la main, ses cheveux châtains brillant sous les derniers rayons du soleil. Elle n'était qu'à quelques mètres de lui, mais elle ne l'avait pas encore remarqué. Alexandre hésita un instant, puis décida de s'approcher. « Isabelle » appela-t-il doucement. Elle se retourna, et son visage s'illumina d'un sourire surpris, mais ravi. « Alexandre, qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle semblait heureuse de le voir, mais aussi un peu perplexe. « J'avais fini plus tôt que prévu et j'ai eu envie de me promener dans votre quartier. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Isabelle secoua la tête, son sourire s'élargissant. « Pas du tout, c'est une belle surprise. Vous voulez que je vous fasse visiter le quartier ? Il y a des endroits charmants par ici. » Ils se mirent à marcher ensemble, Isabelle lui montrant les petits commerces qu'elle fréquentait, la boulangerie où elle achetait son pain quotidien, le petit marché où elle faisait ses courses. Alexandre découvrait un Paris populaire et authentique, loin des quartiers huppés qu'il fréquentait habituellement. Il observait Isabelle saluer les commerçants, échanger quelques mots avec une voisine, caresser un chat de gouttière. Elle faisait partie de cette communauté. Elle y avait sa place, ses habitudes, ses liens. « C'est ici que je vis depuis 5 ans, dit-elle, en désignant son immeuble. Ce n'est pas le quartier le plus chic de Paris, mais j'aime cette atmosphère de village dans la ville. Vous voulez monter prendre un café ? Proposa-t-elle spontanément, puis elle rougit légèrement. Mon appartement n'est pas très grand, mais... Alexandre accepta, immédiatement, touché par cette invitation qui marquait une étape dans leur relation naissante. L'appartement d'Isabelle était effectivement petit, un studio aménagé avec goût et ingéniosité. Chaque centimètre carré était optimisé, mais l'endroit respirait la chaleur et la personnalité. Des livres partout, des plantes vertes sur les rebords de fenêtres, des dessins d'enfants accrochés au mur, et dans un coin, une guitare acoustique posée sur un support artisanal. « C'est magnifique », dit Alexandre sincèrement, et il le pensait vraiment. Il y avait plus de vie et de chaleur dans ce petit studio que dans toutes ses propriétés réunies. « Vraiment ? Vous ne trouvez pas que c'est trop petit ?» demanda Isabelle, visiblement touchée par son compliment. « Non, c'est parfait. On sent que vous y êtes heureuse. » Et c'était vrai. L'appartement reflétait parfaitement la personnalité d'Isabelle. Sa simplicité assumée, son goût pour les choses authentiques, sa capacité à créer de la beauté avec peu de moyens. Isabelle prépara du café dans sa petite cuisine et Alexandre l'observait fasciné par ses gestes simples et efficaces. « Vous savez, » dit-elle en lui tendant une tasse, « hier soir, j'ai repensé à notre conversation. Vous m'avez parlé de votre sentiment de vide, de votre questionnement sur le sens de votre vie. J'ai trouvé cela très courageux. » Alexandre s'assit sur le petit canapé, touché par cette attention. « Courageux ? Je ne suis pas sûr. J'ai plutôt l'impression d'être perdu. » Isabelle s'installa à côté de lui, assez proche pour qu'il puisse sentir son parfum délicat, un mélange de fleurs et de vanille. « Vous savez, Alexandre, j'ai l'impression que vous vous sous-estimez. Hier, vous m'avez écouté parler de mon travail avec une attention que peu de gens me portent. Vous avez des questions intelligentes, un regard bienveillant sur les autres. Ce ne sont pas des qualités si communes. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Alexandre. Quand avait-il reçu pour la dernière fois des compliments sur sa personnalité plutôt que sur ses réussites professionnelles? « Isabelle, dit-il en posant sa tasse, puis-je vous poser une question indiscrète ?» Elle hocha la tête, intriguée. « Vous n'avez jamais été mariée? Jamais eu de relation sérieuse? Je trouve difficile de croire qu'une femme comme vous soit seule. » Isabelle sourit tristement. « J'ai été fiancée il y a 3 ans. »
avec un homme que je pensais aimer, qui prétendait me comprendre. Mais quand il a obtenu un poste important dans une grande entreprise, il a commencé à me trouver pas assez sophistiqué pour son nouveau statut. Il voulait que je change, que je devienne quelqu'un d'autre. Un jour, il m'a dit que mon métier d'institutrice n'était pas assez valorisant pour une femme de dirigeant. Alexandre sentit une colère sourde monter en lui. Comment cet homme avait-il pu ne pas voir la valeur exceptionnelle d'Isabelle? « Je suis désolé, dit-il sincèrement. Cet homme était un imbécile. » Isabelle haussa les épaules. « C'est de l'histoire ancienne. Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui ne m'accepte pas tel que je suis. Je préfère être seul qu'être avec quelqu'un qui me demande de jouer un rôle. » Ces paroles firent écho au propre questionnement d'Alexandre. N'était-il pas en train de faire exactement cela? De jouer un rôle, de cacher sa véritable identité. Mais sa situation était différente. Il ne demandait pas à Isabelle de changer. C'était lui qui essayait de redevenir l'homme qu'il avait été avant que la fortune ne le transforme. « Et vous, Alexandre? Vous n'avez jamais été marié ?» demanda Isabelle, détournant la conversation de ses propres blessures. « Non, » répondit-il. « J'ai eu des relations, mais rien de sérieux. J'ai toujours eu l'impression que les femmes que je rencontrais étaient attirées par mon statut, mes possessions, plutôt que par moi-même. Ils ne mentaient pas, même s'ils ne révélaient pas toute la vérité. C'est triste, dit doucement Isabelle. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes vraiment. » Elle posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de tendresse. Ce contact électrisa Alexandre. La main d'Isabelle était douce, mais portait les traces de son travail, de sa vie authentique. Il entrelaça ses doigts avec les siens, et ils restèrent un moment en silence, savourant cette intimité naissante. « Isabelle, dit-il finalement, je dois vous dire quelque chose. Hier soir, quand nous nous sommes quittés, j'ai eu l'impression que ma vie prenait un tournant. Je ne sais pas ce qui va arriver entre nous, mais je sais que je veux le découvrir. » Isabelle le regarda dans les yeux, et il y eut une émotion profonde qui répondait à la sienne. « Moi aussi, Alexandre. Il y a quelque chose de spécial entre nous, n'est-ce pas? Je le sens, même si c'est peut-être trop tôt pour le dire. » Alexandre hocha la tête, ému par cette sincérité. « Oui, il y a quelque chose de spécial, quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. » Ils se rapprochèrent naturellement, et leurs lèvres se joignirent dans un baiser plus passionné que celui de la veille. Alexandre sentit toutes ses défenses tomber, tous ses masques s'effriter. Dans les bras d'Isabelle, il redevenait simplement un homme amoureux, vulnérable et authentique. Ils passèrent la soirée ensemble dans le petit appartement d'Isabelle. Elle lui joua de la guitare, des mélodies douces qui accompagnaient sa voix cristalline. Alexandre, assis sur le canapé, l'écoutait avec une attention totale, émerveillé par ce talent simple, mais touchant. « C'est magnifique, » dit-il quand elle posa sa guitare. « Vous avez une voix extraordinaire. » Isabelle rougit. « Vous exagérez, je ne suis qu'une amatrice. » Mais Alexandre voyait bien qu'elle était touchée par ses compliments. Il y avait en elle une humilité qui la rendait encore plus attachante. « Vous savez quoi ?» dit-il impulsivement. « Demain, c'est samedi. Accepteriez-vous de passer la journée avec moi? J'aimerais vous emmener quelque part de spécial. » Isabelle hésita un instant. « Je ne sais pas. Je ne voudrais pas que vous dépensiez. Trop d'argent pour moi. Je sais que les finances, c'est parfois compliqué. » Alexandre fut touché par cette considération. « Ne vous inquiétez pas pour cela. J'ai juste envie de partager quelque chose de beau avec vous. » Isabelle finit par accepter et ils convinrent qu'ils passeraient la prendre le lendemain matin à 10 heures. Alexandre rentra chez lui le cœur léger, mais aussi troublé par la culpabilité. Il aimait cette femme, il en était certain maintenant, mais il lui mentait par omission. Chaque moment qu'ils passaient ensemble renforçait ses sentiments, mais aussi sa peur qu'elle découvre la vérité. Dans sa suite au Ritz, il contempla son reflet dans le miroir. Qui était-il vraiment? Le milliardaire impitoyable qui dirigeait un empire financier, ou l'homme sensible et vulnérable qu'Isabelle faisait ressortir en lui? Pour la première fois de sa vie, Alexandre souhaitait pouvoir renoncer à sa fortune pour vivre une vie simple aux côtés de la femme qu'il aimait. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec une nervosité inhabituelle. Il avait planifié quelque chose de spécial pour Isabelle, quelque chose qui lui permettrait de partager sa passion sans révéler l'ampleur de sa richesse. Il s'habilla simplement, comme la veille, et demanda à son chauffeur de le conduire dans le 19e arrondissement avec une voiture plus discrète qu'à l'habitude. Georges, son chauffeur, avait préparé une BMW noire, élégante mais pas ostentatoire. « Monsieur, Dubois, dit Georges avec curiosité,
Puis-je vous demander où nous allons aujourd'hui pour prévoir l'itinéraire? Alexandre sourit. Nous allons d'abord chercher une dame, puis direction Giverny. Quand Isabelle monta dans la voiture, Alexandre remarqua qu'elle portait une robe d'été légère, simple mais qui la rendait radieuse. « Bonjour Alexandre », dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Vous êtes bien mystérieux avec votre destination secrète. » Alexandre lui prit la main. « Bonjour Belle. » Isabelle. « J'espère que vous aimez l'art impressionniste. » Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent. « J'adore. Ne me dites pas que nous allons à Giverny ?» Alexandre acquiesça, ravi de sa réaction. « J'ai pensé que vous aimeriez voir les jardins de Monet. C'est la saison parfaite. » Le trajet vers Giverny fut merveilleux. Isabelle était fascinée par les paysages de l'Île-de-France et Alexandre redécouvrait ses beautés à travers ses yeux. Elle lui parlait de ses élèves, de leurs réactions quand elle leur montrait des reproductions d'œuvres impressionnistes. « Vous savez, dit-elle, j'ai toujours rêvé d'emmener ma classe visiter Giverny, mais le budget de l'école ne le permet pas. Les sorties scolaires coûtent cher et beaucoup de familles ont du mal à payer même une participation modeste. » Alexandre écouta attentivement, prenant note mentalement de cette information. Peut-être pourrait-il aider discrètement, sans révéler son identité. Arrivés à Giverny, Alexandre et Isabelle se promenèrent dans les jardins de la maison de Monet. L'endroit était magique, avec ses nymphéas flottant sur le bassin, ses saules pleureurs et ses ponts japonais. Isabelle était émerveillée, s'arrêtant devant chaque détail, chaque jeu de lumière. C'est exactement comme dans les tableaux, murmurait-elle. On comprend pourquoi Monet était si inspiré par cet endroit. Alexandre l'observait plus qu'il ne regardait les jardins. Le bonheur d'Isabelle était contagieux et il se sentait privilégié de pouvoir partager ce moment avec elle. « Alexandre, dit-elle soudain, merci. Merci de m'avoir amené ici. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. » Elle se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser et Alexandre sentit son cœur se gonfler d'amour. « C'est moi qui vous remercie, répondit-il. Vous me faites voir le monde différemment. » Ils déjeunèrent dans un petit restaurant du village, parlant d'art, de beauté, de leurs rêves. Alexandre découvrait en Isabelle une culture impressionnante, une sensibilité artistique qui n'avait rien à envier à celle des collectionneurs qu'il côtoyait habituellement. « Vous savez, dit Isabelle pendant le repas, j'aimerais un jour pouvoir offrir à mes élèves ce genre d'expérience. Leur montrer que l'art n'est pas réservé à une élite, que la beauté peut être accessible à tous. » Alexandre fut touché par cette générosité, cette volonté de partager ce qu'elle avait reçu. « Vous êtes une enseignante extraordinaire, dit-il sincèrement. Ces enfants ont beaucoup de chance de vous avoir. » Isabelle rougit. « Vous me surestimez. Je fais juste mon travail avec passion. » Le retour vers Paris se fit dans une atmosphère de complicité parfaite. Isabelle s'était assoupie contre l'épaule d'Alexandre et il ne bougeait pas de peur de troubler son sommeil. Il contemplait son visage paisible, ses traits fins, et il se demandait comment il avait pu vivre sans elle. Cette femme avait réveillé en lui des sentiments qu'il croyait inexistants. Elle lui avait montré qu'il était capable d'aimer et d'être aimé pour ce qu'il était vraiment. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble d'Isabelle, le soleil commençait à décliner. « Cette journée a été parfaite, » dit-elle en se blottissant contre lui. « J'ai l'impression de vivre un rêve. » Alexandre caressa ses cheveux. « Moi aussi. Isabelle, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Il avait dit ces mots spontanément, sans réfléchir, et il réalisa qu'il venait de franchir une ligne. Isabelle leva les yeux vers lui, et il y lut une émotion profonde. « Moi aussi, Alexandre. C'est fou, nous nous connaissons à peine, mais... » Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils se comprenaient parfaitement. Ce soir-là, Alexandre ne rentra pas immédiatement à son hôtel. Il marcha dans les rues de Paris, repensant à cette journée parfaite, à cette femme extraordinaire qui bouleversait sa vie. Il se sentait à la fois comblé et terrifié. Comblé par cet amour naissant, terrifié par les conséquences qu'aurait inévitablement la révélation de son identité, car il faudrait bien qu'il lui dise la vérité un jour. La question était quand et comment, et surtout, Isabelle serait-elle capable de l'accepter tel qu'il était vraiment? Les jours qui suivirent furent les plus heureux de la vie d'Alexandre. Il voyait Isabelle presque tous les soirs, partageant avec elle des moments simples mais précieux. Il se promenait dans Paris, découvrait de petits restaurants, allait au cinéma ou simplement restait chez elle à parler jusqu'au bout de la nuit. Alexandre avait l'impression de redécouvrir la vie, de retrouver une partie de lui-même qu'il avait perdue en chemin. Il riait, il s'émerveillait, il aimait.
Et plus il passait de temps avec Isabelle, plus il réalisait à quel point sa vie d'avant était vide et artificielle. Mais cette période idyllique était aussi marquée par une angoisse croissante. Alexandre devait constamment faire attention à ne pas révéler son vrai statut social. Il évitait certains quartiers de Paris où il risquait d'être reconnu, refusait les invitations à des événements mondains, mentait sur ses activités quotidiennes. Cette double vie commençait à peser sur lui, et il savait qu'il ne pourrait pas la maintenir indéfiniment. Isabelle commençait d'ailleurs à poser des questions sur son travail, sur sa famille, sur sa vie en général. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot du Marais, Isabelle aborda le sujet qui préoccupait Alexandre depuis des jours. « Alexandre, » dit-elle en posant sa fourchette, « j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Chaque fois que je vous pose des questions sur votre travail, vous détournez la conversation. Est-ce que vous n'avez pas confiance en moi ?» Alexandre sentit son cœur se serrer. Il voyait la blessure dans les yeux d'Isabelle, cette crainte qu'il soit comme son ex-fiancé, quelqu'un qui ne la considérait pas comme son égal. « Isabelle, » dit-il en prenant ses mains, « ce n'est pas du tout cela. J'ai entièrement confiance en vous. C'est juste que c'est compliqué. » Isabelle le regarda intensément. « Compliqué comment? Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous travaillez dans quelque chose d'illégal. » Alexandre ne put s'empêcher de sourire malgré la gravité de la situation. « Non, rien de tout cela. C'est juste que ma situation professionnelle est particulière. J'ai peur que cela change la façon dont vous me voyez. » Isabelle serra ses mains dans les siennes. « Alexandre, je vous aime. Pas votre travail, pas votre situation sociale, vous. L'homme que vous êtes quand nous sommes ensemble. » Ces mots touchèrent Alexandre au plus profond de son être. Il avait envie de tout lui dire, de se libérer de ce poids qui l'oppressait. « Isabelle, » commença-t-il, « si je vous dis la vérité, promettez-moi de ne pas me juger trop vite. Promettez-moi de me laisser vous expliquer. » Isabelle hocha la tête, visiblement inquiète, mais déterminée à entendre ce qu'il avait à dire. Alexandre prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas exactement l'homme d'affaires ordinaire que vous pensez. J'ai réussi dans la finance, plus que je ne l'aurais imaginé. En fait, j'ai beaucoup d'argent, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Isabelle le regarda sans comprendre. « Qu'est-ce que vous voulez dire par beaucoup ?» Alexandre hésita, puis décida de dire la vérité, toute la vérité. « Je suis milliardaire, Isabelle. Je possède un empire financier, des propriétés dans le monde entier. Mon nom complet est Alexandre Dubois. Et si vous cherchez ce nom sur Internet, vous découvrirez que je suis l'un des hommes les plus riches de France. » Le visage d'Isabelle passa par plusieurs expressions. Surprise, incrédulité, puis une forme de choc. Elle retira ses mains des siennes et se recula légèrement. « Vous plaisantez ?» dit-elle d'une voix faible. Alexandre secoua la tête. « Je ne plaisante pas. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne vous l'ai pas dit plus tôt. » Mais Isabelle se levait déjà, attrapant son sac. « Je ne peux pas. J'ai besoin de réfléchir. » Elle sortit précipitamment du restaurant, laissant Alexandre seul avec ses remords et ses craintes. Il avait su que ce moment arriverait, mais il n'était pas préparé à la voir partir ainsi, à voir la douleur dans ses yeux. Alexandre paya rapidement et sortit du restaurant, mais Isabelle avait déjà disparu dans la foule parisienne. Il resta un moment sur le trottoir, désemparé, se demandant s'il venait de perdre la femme qu'il aimait. Son téléphone sonna. C'était Marcus. « Alexandre, comment ça va avec Isabelle ? Tu as l'air bizarre. » Alexandre soupira. « J'ai tout gâché, Marcus. Je lui ai dit la vérité. Et elle est partie. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que tu lui as dit exactement ?» Alexandre raconta la scène du restaurant et Marcus écouta sans l'interrompre. « Alexandre, » dit finalement Marcus, « tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu ne pouvais pas lui mentir indéfiniment. Maintenant, il faut lui laisser le temps de digérer l'information. Cette fille t'aime, j'en suis certain. Elle reviendra. » Alexandre voulait croire aux paroles de son ami, mais il n'arrivait pas à chasser l'image d'Isabelle fuyant le restaurant, le choc et la déception peints sur son visage. Il rentra dans sa suite au Ritz, mais les murs luxueux lui semblaient plus oppressants que jamais. Il avait goûté au bonheur simple, et maintenant il se retrouvait seul avec sa fortune et ses regrets. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Alexandre. Il essaya plusieurs fois d'appeler Isabelle, mais elle ne répondait pas. Il se rendit devant son école, mais elle n'était pas là. Il commença à penser qu'elle avait définitivement disparu de sa vie, qu'elle ne pourrait jamais accepter ce qu'il était vraiment.
Cette pensée lui était insupportable. Il avait découvert l'amour véritable et il l'avait perdu par sa propre faute, par sa lâcheté initiale. Le troisième soir, alors qu'il était dans son bureau, contemplant Paris depuis ses baies vitrées, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il ne connaissait pas. « Allô » dit-il d'une voix fatiguée. « Alexandre ?» La voix d'Isabelle fit battre son cœur plus fort. « Isabelle, je suis tellement heureux que vous appeliez. Alexandre, l'interrompit-elle. Pouvez-vous venir me retrouver? Je suis au jardin du Luxembourg, près de la fontaine Médicis. J'ai besoin de vous parler. Alexandre n'hésita pas une seconde. J'arrive tout de suite. Il courut presque jusqu'au jardin du Luxembourg, son cœur battant la chamade. Il la trouva assise sur un banc, contemplant la fontaine. Elle était pâle, et il voyait qu'elle avait pleuré. « Isabelle », dit-il doucement en s'approchant. Elle leva les yeux vers lui, et il y lut une tristesse profonde, mais aussi une détermination qui lui donna de l'espoir. « Asseyez-vous », dit-elle en tapotant le banc à côté d'elle. Alexandre s'assit, gardant une distance respectueuse, attendant qu'elle parle. « Ces 3 derniers jours ont été les plus difficiles de ma vie, » commença Isabelle. « J'ai eu l'impression que tout ce que nous avions vécu ensemble était un mensonge. J'ai pensé que vous vous étiez moqué de moi, que j'étais juste un divertissement pour vous. » Alexandre voulut protester, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Laissez-moi finir. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai découvert qui vous êtes vraiment, Alexandre Dubois, le milliardaire. J'ai vu des photos de vous dans des galas, des articles sur vos acquisitions d'entreprises, votre mode de vie. » Alexandre sentit son cœur se serrer. « Et maintenant que vous savez tout, qu'est-ce que vous ressentez ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Isabelle le regarda directement dans les yeux. « J'ai peur, » dit-elle simplement. « J'ai peur que nous venions de 2 mondes trop différents. J'ai peur que vous vous lassiez de ma vie simple, de mes préoccupations quotidiennes. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de votre univers. » Alexandre ne put retenir plus longtemps les mots qui se bousculaient dans sa gorge. « Isabelle, écoutez-moi. Ce que nous avons vécu ensemble, c'était la réalité. L'homme que je suis quand je suis avec vous, c'est le vrai Alexandre. Pas le milliardaire que décrivent les journaux, pas le requin de la finance, mais l'homme que vous avez appris à connaître. Vous m'avez fait redécouvrir qui j'étais vraiment. Vous m'avez rendu ma humanité. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je comprends vos peurs, mais croyez-moi, je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que je vous connais. Votre monde, votre vie simple, c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Isabelle le regarda longuement, cherchant la sincérité dans ses yeux. « Alexandre, si nous continuons ensemble, cela va changer beaucoup de choses. Les gens vont parler. Ils vont dire que je suis avec vous pour votre argent. Et puis, comment pourrions-nous avoir une relation équilibrée? Vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez, et moi je calcule avant d'acheter un livre. » Alexandre secoua la tête. « L'argent, ce n'est que de l'argent. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Et quant à ce que pensent les gens, est-ce que cela a vraiment de l'importance? Nous savons la vérité. Nous savons ce que nous vivons. » « Mais Alexandre, » insista Isabelle, « votre mode de vie, vos obligations sociales, votre travail, comment pourrais-je m'intégrer dans tout cela? Je ne sais pas comment me tenir dans un gala de charité, je ne connais rien au code de votre milieu. » Alexandre sourit pour la première fois depuis 3 jours. « Vous voulez que je vous dise un secret? Je déteste les galas de charité. Je déteste les codes de mon milieu. Ce que je veux, c'est une vie authentique avec vous. Nous trouverons notre équilibre. Nous créerons notre propre mode de vie. N'hésitez pas à laisser un j'aime si cette histoire vous plaît toujours. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous qu'Isabelle et Alexandre peuvent surmonter leurs différences? Que feriez-vous à la place d'Isabelle? » Isabelle resta silencieuse pendant de longues minutes, réfléchissant aux paroles d'Alexandre. Enfin, elle soupira. « J'ai peur, Alexandre. J'ai peur de vous perdre, mais j'ai aussi peur de me perdre moi-même dans votre monde. » Alexandre comprit qu'elle était à un tournant, qu'elle devait choisir entre la sécurité de sa vie simple et l'aventure incertaine de leur amour. « Isabelle, » dit-il doucement, « je ne vous demande pas de renoncer à qui vous êtes. Je vous demande juste de nous donner une chance. Nous apprendrons ensemble. Nous construirons quelque chose de nouveau. Et si cela ne marche pas ?» demanda-t-elle. « Si nous découvrons que nous sommes trop différents ?» Alexandre prit ses mains et les porta à ses lèvres. « Alors au moins nous aurons essayé. Mais moi je suis sûr que cela va marcher parce que je vous aime, Isabelle. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. » Ces mots simples mais chargés d'émotion touchèrent Isabelle au plus profond de son cœur. Elle voyait dans les yeux d'Alexandre une sincérité
qui ne pouvait pas être feinte, une vulnérabilité qui contrastait avec l'image du businessman impitoyable qu'elle avait découverte sur Internet. « Moi aussi je vous aime, Alexandre », dit-elle finalement, et ces mots libérèrent une tension énorme dans la poitrine d'Alexandre. « Mais j'ai besoin de temps pour m'habituer à cette nouvelle réalité. J'ai besoin de comprendre ce que cela signifie vraiment d'être avec vous. » Alexandre hocha la tête, soulagé qu'elle ne le rejette pas définitivement. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je serai là, patient, à vous attendre. » Ils s'embrassèrent tendrement, un baiser chargé de promesses et d'incertitudes, mais aussi d'un amour qui semblait plus fort que tous les obstacles. Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation délicate pour Alexandre et Isabelle. Ils se voyaient régulièrement, mais Isabelle gardait une certaine réserve, comme si elle testait la solidité de leurs sentiments face à cette nouvelle donne. Alexandre, de son côté, s'efforçait de rester l'homme qu'elle avait appris à aimer, évitant soigneusement d'étaler sa richesse ou de changer leur routine habituelle. Il continuait à la retrouver dans les petits cafés qu'il fréquentait, prenait le métro pour venir la voir, portait des vêtements simples. Un soir, Isabelle aborda le sujet qui la préoccupait depuis leur réconciliation. « Alexandre, » dit-elle tandis qu'il se promenait le long de la Seine, « j'ai une question qui peut paraître stupide, mais pourquoi moi? Avec votre statut, votre fortune, vous pourriez avoir n'importe quelle femme, des femmes sophistiquées, cultivées, qui connaissent votre monde. Pourquoi une simple institutrice du 19e arrondissement? » Alexandre s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Isabelle, vous posez cette question parce que vous ne vous voyez pas comme je vous vois. Vous parlez de simplicité, mais moi je vois une richesse extraordinaire. Vous avez quelque chose que tous ces gens sophistiqués n'ont pas. Une âme. Vous êtes authentique, généreuse, passionnée. Vous me faites rire, vous me faites réfléchir, vous me rendez meilleur. Avec vous, je redeviens humain. » Il caressa tendrement sa joue. « Et puis, vous m'aimez pour moi, pas pour ce que je possède. Croyez-moi, c'est plus rare que vous ne le pensez. » Ces paroles rassurèrent Isabelle, mais elle avait encore des doutes. « Et votre entourage? Vos amis, vos associés, que vont-ils penser de nous ?» Alexandre réfléchit un instant. « Mes vrais amis, comme Marcus, seront heureux pour moi. Quant aux autres, leurs opinions ne m'importent pas. J'ai passé trop d'années à vivre selon les attentes des autres, à jouer un rôle qui n'était pas le mien. Avec vous, j'ai enfin trouvé qui je suis vraiment. » Il marqua une pause. « Mais je comprends vos inquiétudes. Si vous le souhaitez, nous pouvons y aller progressivement. Je peux vous présenter d'abord à Marcus et sa femme. Ils vous adorent déjà, j'en suis sûr. » Isabelle accepta cette proposition et quelques jours plus tard, Alexandre organisa un dîner chez Marcus et Marie-Claire. L'appartement des Leroy, situé dans le 7e arrondissement, était élégant mais chaleureux, reflétant la personnalité de ses propriétaires. Marie-Claire accueillit Isabelle avec une gentillesse sincère, et Marcus se montra aussi charmant qu'Alexandre l'avait promis. « Alors, c'est vous la femme qui a réussi à humaniser notre cher Alexandre ?» dit-il en riant. « Il faut que vous nous donniez votre secret. » Le dîner se déroula merveilleusement bien. Isabelle, initialement intimidée, se détendit rapidement grâce à la simplicité et à la bienveillance de leurs hôtes. Marie-Claire et elle découvrirent qu'elles partageaient une passion pour la littérature et l'art, et Marcus régala l'assemblée avec des anecdotes sur les frasques de jeunesse d'Alexandre. « Tu sais, Isabelle, » dit Marie-Claire vers la fin de la soirée, « je n'ai jamais vu Alexandre aussi heureux. Il rayonne, littéralement depuis qu'il vous connaît. » Alexandre sourit, embarrassé mais touché par ces paroles. « Et nous sommes ravis de voir enfin notre ami amoureux, » ajouta Marcus. « Cela fait des années que nous essayons de lui présenter des femmes, et il les trouvait toutes soit trop intéressées par son argent, soit pas assez authentiques. Avec vous, il a trouvé l'équilibre parfait. » Ces témoignages d'amitié réchauffèrent le cœur d'Isabelle et l'aidèrent à comprendre qu'Alexandre n'était pas seulement un milliardaire solitaire, mais un homme entouré de vrais amis qui se souciaient de son bonheur. En rentrant chez Isabelle ce soir-là, Alexandre et elle firent un pas de plus dans leur relation. « Vos amis sont merveilleux, » dit Isabelle en préparant du thé dans sa petite cuisine. « Je comprends mieux maintenant pourquoi vous tenez tant à eux. » Alexandre l'observait, appuyé contre le comptoir. « Ils vous ont adopté immédiatement. Marcus m'a dit en aparté que vous étiez parfaite pour moi. » Isabelle rougit. « J'étais tellement nerveuse au début. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. » Alexandre s'approcha d'elle et l'enlaça tendrement. « Isabelle, vous êtes parfaite exactement comme vous êtes. Ne changez jamais. »
Cette soirée marqua un tournant dans leur relation. Isabelle commençait à accepter l'idée qu'elle pouvait faire partie du monde d'Alexandre sans perdre son identité. De son côté, Alexandre réalisait qu'il était possible de concilier sa vie professionnelle avec son bonheur personnel, à condition de faire les bons choix. Il commença à déléguer davantage, à refuser certaines obligations sociales qui lui pesaient, à se concentrer sur l'essentiel. Quelques semaines plus tard, Alexandre eut une idée qui allait changer la perspective d'Isabelle sur leur relation. Se souvenant de sa préoccupation concernant le manque de moyens de son école pour organiser des sorties pédagogiques, il décida d'agir discrètement. Il contacta le directeur de l'école, Jean-Baptiste Clément, se présentant comme un mécène anonyme souhaitant financer des projets éducatifs. Il offrit de payer une sortie scolaire à Giverny pour toutes les classes de l'école, ainsi que l'achat de matériel pédagogique. Le directeur, M. Bertrand, ne put cacher sa joie et sa surprise. C'est inespéré. Nous rêvions de pouvoir offrir ce genre d'expérience à nos élèves, mais notre budget ne le permettait pas. Vos élèves ont beaucoup de chance. Alexandre insista pour que son anonymat soit préservé, prétextant qu'il préférait agir dans l'ombre. En réalité, il voulait qu'Isabelle découvre cette surprise naturellement, sans savoir qu'il en était à l'origine. Quelques jours plus tard, Isabelle arriva chez Alexandre rayonnante d'excitation. « Alexandre, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui, » dit-elle en se jetant dans ses bras. « Un mécène anonyme a offert à toute l'école une sortie à Giverny. Mes élèves vont pouvoir voir en vrai les jardins de Monet. Et, en plus, il a financé l'achat de nouveaux livres et de matériel artistique. C'est un miracle. » Alexandre sourit, ému de voir le bonheur d'Isabelle. « C'est merveilleux. Vos élèves vont être aux anges. » Il ne dit rien de son implication, préférant savourer la joie pure d'Isabelle. « Vous savez ce que cela signifie ?» continua Isabelle, les yeux brillants. « Malik, le petit garçon dont je vous ai parlé, celui qui a des difficultés en lecture, va pouvoir découvrir les lieux qui ont inspiré les plus grands peintres. Et Sarah, qui dessine si bien mais n'a jamais quitté le quartier, va voir de vrais nymphéas. C'est comme si quelqu'un avait exaucé mes vœux les plus chers. » Alexandre la serra contre lui, profondément ému par cette générosité naturelle qui caractérisait Isabelle. Elle ne pensait qu'au bonheur de ses élèves, jamais à elle-même. Cette expérience conforta Alexandre dans sa décision d'utiliser sa fortune de manière plus constructive. Il commença à s'intéresser davantage aux projets philanthropiques, cherchant des moyens d'aider concrètement, sans chercher la reconnaissance. L'amour d'Isabelle l'avait transformé, lui avait donné envie de mettre ses ressources au service de causes qui avaient du sens. Il créa discrètement une fondation dédiée à l'éducation, avec l'intention d'aider des écoles défavorisées à travers la France. Parallèlement, leur relation continuait de s'épanouir. Alexandre présentait progressivement Isabelle à d'autres personnes de son entourage, toujours en choisissant soigneusement ceux qui sauraient l'accueillir avec bienveillance. Isabelle, de son côté, l'invitait à des événements liés à son travail, spectacles de fin d'année de l'école, réunions avec d'autres enseignants, sorties avec ses collègues. Alexandre découvrait un monde qu'il ne connaissait pas, celui des gens ordinaires avec leurs préoccupations quotidiennes, leur joie simple, leur solidarité naturelle. Un soir de printemps, 6 mois après leur première rencontre, Alexandre et Isabelle se promenaient dans le Marais après un dîner romantique. Ils passaient devant une petite galerie d'art qui exposait les œuvres d'artistes locaux. « Regardez cette toile, » dit Isabelle en s'arrêtant devant la vitrine. « Elle me rappelle les dessins que font mes élèves. Il y a quelque chose de si pur, de si spontané dans l'art quand il vient du cœur. » Alexandre observa le tableau, une scène de rue parisienne peinte avec beaucoup d'émotion mais peu de technique académique. « Vous avez raison, dit-il. Il y a plus de vie dans cette toile que dans beaucoup d'œuvres de maîtres que je possède. » Il réalisa soudain ce qu'il venait de dire et se mordit la lèvre. Isabelle le regarda avec curiosité. « Vous possédez des œuvres de maître ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre soupira. Il avait encore du mal à parler naturellement de sa richesse, craignant toujours que cela ne change le regard d'Isabelle sur lui. « Oui, admit-il, j'ai quelques tableaux, des investissements surtout, mais je réalise que je ne les regarde jamais vraiment. Ce sont plus des objets de valeur que des sources de beauté. » Isabelle réfléchit un moment. « Alexandre, dit-elle finalement, j'aimerais voir où vous vivez vraiment. Pas l'hôtel où nous nous sommes parfois retrouvés, mais votre vraie maison. »
Je pense qu'il est temps que je découvre entièrement votre univers. » Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Il avait évité ce moment, craignant que l'opulence de ses propriétés n'impressionne ou n'intimide Isabelle. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il. « C'est différent de ce que vous connaissez. » Isabelle prit sa main. « J'en suis sûr. Si nous voulons construire quelque chose ensemble, je dois connaître toute votre vie. » Le week-end suivant, Alexandre emmena Isabelle dans sa propriété principale, un hôtel particulier du 16e arrondissement qu'il avait acheté et entièrement rénové quelques années plus tôt. Quand la grille électronique s'ouvrit et qu'ils remontèrent l'allée bordée d'arbres centenaires, Isabelle resta silencieuse, impressionnée malgré elle par la majesté du lieu. La demeure du XVIIIe siècle, parfaitement restaurée, s'élevait devant eux comme un petit château au cœur de Paris. « Alexandre, » murmura Isabelle en descendant de la voiture, « c'est magnifique. Vous vivez vraiment ici ?» Alexandre hocha la tête, soudain embarrassé par ce luxe qu'il avait fini par considérer comme normal. « Oui, mais vous savez, c'est souvent bien trop grand pour moi seul. La plupart des pièces, je ne les utilise jamais. » Il la guida vers l'entrée principale où les attendait Henri, son majordome depuis 15 ans. « Bonjour, monsieur Dubois, » dit Henri avec sa politesse habituelle. « Mademoiselle » ajouta-t-il en s'inclinant légèrement devant Isabelle. « Henri, je vous présente Mademoiselle Martin, » dit Alexandre. « Isabelle, voici Henri qui s'occupe de cette maison bien mieux que moi. » Isabelle serra la main d'Henri, qui fut charmé par sa simplicité naturelle. « Enchanté, Henri. Cette demeure est vraiment splendide. » Henri sourit. « Merci, mademoiselle. Cela fait longtemps que monsieur n'avait pas reçu d'invité. Nous sommes très heureux de vous accueillir. » Alexandre rougit légèrement à cette remarque, mais il était touché de voir qu'Henri approuvait, visiblement, Isabelle. La visite de la propriété fut une révélation pour Isabelle. Chaque pièce était un chef-d'œuvre de décoration, alliant l'élégance classique française au confort moderne. La bibliothèque contenait des milliers de livres rares, le salon de musique abritait un piano à queue Steinway, et les murs étaient ornés de tableaux qu'Isabelle reconnut comme des œuvres d'artistes célèbres. « C'est un Renoir ?» demanda-t-elle, en s'arrêtant devant une toile représentant une scène de café parisien. « Oui », répondit Alexandre. « Mais vous savez, depuis que nous allons dans de vrais cafés parisiens, je trouve que cette peinture a perdu de son charme. La réalité est tellement plus belle. » Ils arrivèrent dans les appartements privés d'Alexandre, plus intimes et chaleureux que les salons d'apparat. Sa chambre donnait sur un jardin à la française parfaitement entretenu, et depuis les fenêtres, on apercevait la tour Eiffel au loin. « C'est ici que vous vivez au quotidien ?» demanda Isabelle. « Oui », répondit Alexandre. « C'est mon refuge. Mais même ici, je me sens souvent seul. Cette maison est belle, mais elle manque de vie, de chaleur humaine. » Il la regarda intensément. « Depuis que je vous connais, je rêve de partager tout cela avec quelqu'un qui saurait en apprécier la beauté sans en être ébloui. » Isabelle s'assit sur le canapé près de la fenêtre, contemplant le jardin. « Alexandre, c'est somptueux, vraiment. Mais j'avoue que cela me fait un peu peur. » Alexandre s'assit à côté d'elle, inquiet. « Peur ? Pourquoi ?» Isabelle soupira. « Comment pourrais-je me sentir chez moi dans un endroit pareil ? Mon appartement entier tiendrait dans votre dressing. J'ai l'impression d'être une intruse dans un musée. » Alexandre prit ses mains. « Isabelle, cette maison ce n'est que de la pierre et du marbre. Ce qui en fait un foyer, c'est la présence de la personne qu'on aime. Avec vous, elle deviendrait enfin vivante. » « Mais Alexandre, » protesta Isabelle, « vos domestiques, votre mode de vie, je ne sais même pas comment on s'adresse à un majordome. Et puis, que ferais-je de mes journées si j'habitais ici ? Je ne peux pas arrêter de travailler, mon métier fait partie de moi. » Alexandre la rassura. « Personne ne vous demande d'arrêter de travailler ou de changer qui vous êtes. Henri et les autres employés sont des gens simples et gentils. Quant au protocole, il n'y en a pas vraiment. Je vis de façon assez décontractée, vous savez. » Il marqua une pause. « Et si cet endroit vous met mal à l'aise, nous pouvons vivre ailleurs. J'ai d'autres propriétés plus modestes. » Cette proposition toucha Isabelle. Elle réalisait qu'Alexandre était prêt à adapter son mode de vie pour elle, qu'il ne cherchait pas à l'impressionner mais à la rassurer. « Montrez-moi le reste », dit-elle simplement. Ils continuèrent la visite, Alexandre expliquant l'histoire de chaque pièce, les raisons de ses choix décoratifs. Isabelle découvrait un homme de goût, certes habitué au luxe, mais qui savait apprécier la beauté sous toutes ses formes. Dans son bureau, elle remarqua des photos d'elle sur le bureau, à côté des documents d'affaires. « Vous avez mis mes photos dans votre bureau ?»
demanda-t-elle, émue. Bien sûr, répondit Alexandre. Quand je travaille et que le stress monte, je regarde ces photos et je me rappelle ce qui compte vraiment. Isabelle fut touchée par cette attention. Elle commençait à comprendre qu'Alexandre n'était pas le playboy superficiel qu'elle avait imaginé, mais un homme sensible qui avait trouvé en elle un ancrage émotionnel. « Alexandre, dit-elle en se tournant vers lui, j'ai une confession à faire. Quand j'ai découvert qui vous étiez vraiment, j'ai eu peur que vous vous lassiez de moi, que je ne sois qu'une expérience exotique pour vous. » « Une expérience exotique ?» répéta Alexandre surpris. « Isabelle, vous êtes l'amour de ma vie. Il n'y a rien d'exotique là-dedans, juste de l'amour pur et sincère. » Ces mots simples mais profonds émurent Isabelle aux larmes. « Moi aussi je vous aime, Alexandre, plus que je ne l'aurais cru possible. » Ils s'embrassèrent passionnément, et pour la première fois depuis qu'elle connaissait sa véritable identité, Isabelle se sentit parfaitement à sa place dans les bras d'Alexandre, peu importe le cadre qui les entourait. Ce soir-là, Isabelle resta pour la première fois dans la propriété d'Alexandre. Ils dînèrent en tête-à-tête dans la petite salle à manger privée, servie discrètement par Henri, qui avait préparé un repas simple mais raffiné. « Henri cuisine divinement », dit Alexandre, en voyant Isabelle savourer le plat. « Il a travaillé dans de grands restaurants avant de venir ici. » Isabelle sourit. « Il faudra que je lui demande quelques recettes. Mes talents culinaires se limitent aux pâtes et aux salades. » Alexandre rit. « Nous pourrons prendre des cours de cuisine ensemble. J'aimerais apprendre à préparer des plats simples comme ceux que vous faites. » Après le dîner, ils se promenèrent dans le jardin éclairé par de discrets spots lumineux. L'endroit était magique, avec ses massifs de fleurs, sa fontaine ancienne et ses allées bordées de buis taillés. « Alexandre, » dit Isabelle en s'arrêtant près de la fontaine, « je commence à comprendre que notre différence de situation n'est peut-être pas un obstacle insurmontable. » Alexandre la regarda avec espoir. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?» Isabelle réfléchit un moment. « Aujourd'hui, en voyant votre maison, en rencontrant Henri, en vous observant dans votre environnement, j'ai réalisé que vous restiez vous-même. Vous n'avez pas changé d'attitude. Vous n'êtes pas devenu hautain ou distant. Vous êtes toujours l'homme dont je suis tombée amoureuse. Et puis, continua-t-elle, j'ai vu comment vous utilisiez votre fortune. Ce mécénat anonyme pour l'école, j'ai fini par comprendre que c'était vous. » Alexandre sursauta. « Comment ?» Isabelle sourit. « Le directeur a mentionné que le mécène connaissait parfaitement nos besoins, qu'il avait spécifiquement financé une sortie à Giverny. Et puis, vous n'avez pas été surpris quand je vous ai annoncé la nouvelle. Vous saviez déjà. » Alexandre baissa la tête, pris en flagrant délit. « Je voulais juste vous faire plaisir, rendre vos élèves heureux. » Isabelle prit son visage entre ses mains. « C'est exactement cela qui me fait vous aimer encore plus. Vous auriez pu m'offrir des bijoux ou des voyages, mais vous avez choisi d'aider mes élèves. Vous avez compris ce qui comptait vraiment pour moi. » Cette nuit-là, blottie contre Alexandre dans sa grande chambre, Isabelle repensa à son parcours depuis leur première rencontre. Elle avait découvert l'amour véritable avec un homme qui se trouvait être l'un des plus riches de France. Mais cette richesse n'était plus un obstacle. C'était devenu un outil au service de leurs valeurs communes, un moyen de réaliser des projets qui avaient du sens. Elle comprenait maintenant qu'Alexandre n'était pas défini par sa fortune, mais par l'usage qu'il en faisait. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla dans les bras d'Alexandre, baignée par la lumière douce qui filtrait à travers les rideaux de soie. C'était dimanche, et ils avaient prévu de passer la journée ensemble sans contrainte. « Bonjour, belle endormie », murmura Alexandre, en déposant un baiser sur son front. « Bien dormi ?» Isabelle s'étira gracieusement. « Merveilleusement bien. Votre lit est incroyablement confortable. » Alexandre rit. « Attendre que vous vous y habituiez. » Cette phrase, dite sur le ton de la plaisanterie, révélait pourtant ses espoirs les plus profonds. Ils prirent leur petit déjeuner sur la terrasse du jardin, servi par Henri qui semblait ravi de voir son employeur si heureux. « Monsieur, » dit-il discrètement à Alexandre pendant qu'Isabelle admirait les roses. « Si je puis me permettre, mademoiselle Martin est charmante. Elle a su mettre à l'aise tout le personnel hier soir. C'est une qualité rare. » Alexandre sourit, touché par l'approbation de cet homme qu'il respectait énormément. « Merci, Henri. Votre opinion compte beaucoup pour moi. » Henri hocha la tête. « Mademoiselle a un cœur généreux. On le voit dans ses yeux, dans sa façon de parler aux gens. Elle vous rend meilleur, monsieur. » Cette journée marqua véritablement le début d'une nouvelle phase dans leur relation.
Isabelle commença à passer de plus en plus de temps chez Alexandre, apprenant à connaître les habitudes de la maison, se familiarisant avec un mode de vie qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais elle gardait son appartement et son indépendance, continuant à enseigner avec la même passion, refusant qu'Alexandre change quoi que ce soit à sa vie professionnelle. Alexandre, de son côté, découvrait les joies de partager son quotidien avec quelqu'un. Isabelle apportait une dimension humaine à sa somptueuse demeure. Elle installait des fleurs fraîches dans les vases, mettait de la musique dans les pièces silencieuses, invitait ses collègues pour des dîners décontractés. La maison reprenait vie et Alexandre réalisait qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Un soir, environ 8 mois après leur première rencontre, Alexandre prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Il avait préparé quelque chose de spécial pour Isabelle, quelque chose qui reflétait parfaitement leurs deux univers. Il l'emmena dîner dans un restaurant étoilé, mais pas n'importe lequel. Un établissement tenu par un chef qui avait grandi dans le même quartier qu'Isabelle et qui utilisait sa renommée pour aider les jeunes de banlieue à se former au métier de la restauration. « Comment avez-vous découvert cet endroit ?» demanda Isabelle, impressionnée par l'atmosphère à la fois raffinée et chaleureuse du restaurant. « J'ai fait des recherches, » répondit Alexandre mystérieusement. « Je voulais un endroit qui nous ressemble. » Le chef, informé de leur présence, vint les saluer personnellement. « Mademoiselle Martin ?» dit-il en reconnaissant Isabelle. « Vous enseignez à l'école Jean-Baptiste Clément? Mon petit frère était dans votre classe il y a 2 ans. Il parle encore de vous. » Isabelle fut touchée par cette reconnaissance inattendue. Pendant le repas, Alexandre observait Isabelle parler avec passion de ses élèves au chef qui partageait avec elle sa philosophie sur l'importance de donner sa chance à chacun. Il réalisait à quel point cette femme était extraordinaire, à quel point elle enrichissait tout ce qu'elle touchait. C'est à ce moment qu'il prit sa décision finale. « Isabelle, dit-il quand ils furent seuls, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Isabelle leva les yeux vers lui, intriguée par le ton solennel de sa voix. « Ces mois passés avec vous ont été les plus beaux de ma vie, » commença Alexandre. « Vous m'avez appris ce qu'était vraiment l'amour. Vous m'avez montré qu'il était possible d'être heureux. Vous avez transformé ma maison en foyer, ma fortune en outil de générosité, ma solitude en partage. » Il prit une petite boîte velours dans sa poche et s'agenouilla devant elle. « Isabelle Martin, accepteriez-vous de m'épouser ?» Dans la boîte se trouvait une bague d'une simplicité élégante, un solitaire serti de diamants discrets, beau sans être ostentatoire. Isabelle porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. Elle n'avait pas vu venir cette demande, mais elle réalisa immédiatement que sa réponse était évidente. « Oui, » dit-elle dans un souffle. « Oui, Alexandre, bien sûr que oui. » Alexandre glissa la bague à son doigt et ils s'embrassèrent sous les applaudissements discrets des autres clients du restaurant qui avaient assisté à la scène. C'était un moment parfait, à l'image de leur amour, authentique, émouvant et empreint d'une sincérité qui touchait tous ceux qui en étaient témoins. Les préparatifs du mariage furent l'occasion pour Alexandre et Isabelle de définir ensemble le style de vie qu'ils voulaient adopter. Ils optèrent pour une cérémonie simple mais élégante, dans l'église du quartier d'Isabelle, suivie d'une réception dans le jardin de la propriété d'Alexandre. Ils invitèrent leurs familles respectives, leurs amis, proches, ainsi que les collègues d'Isabelle et quelques associés d'Alexandre qui étaient devenus des amis au fil des années. Merci de laisser un j'aime si vous suivez toujours cette belle histoire d'amour. Dans les commentaires, dites-nous, êtes-vous ému par cette demande en mariage? Comment imaginez-vous la suite de leur histoire? La famille d'Alexandre, d'abord surprise par ce choix qu'elle jugeait atypique, fut rapidement conquise par la simplicité et la sincérité d'Isabelle. Sa mère, une femme austère qui n'avait jamais vraiment approuvé les conquêtes précédentes de son fils, avoua à Alexandre qu'elle n'avait jamais vu une femme lui faire autant de bien. « Elle t'a rendu ton humanité », lui dit-elle un jour. « C'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait te faire. » Quant aux parents d'Isabelle, des gens simples et chaleureux du sud de la France, ils furent d'abord intimidés par la richesse d'Alexandre, mais ils furent vite rassurés par sa simplicité et son amour évident pour leur fille. Le jour du mariage, par une belle matinée de septembre, Alexandre attendait Isabelle devant l'autel avec une émotion qu'il n'avait jamais ressentie. L'église Sainte-Marguerite du 11e arrondissement, où Isabelle avait grandi et fait sa communion, était décorée simplement de roses blanches et de feuillages verts. Les bancs étaient remplis d'un mélange touchant. D'un côté, les amis d'Alexandre en costumes élégants, de l'autre, les collègues enseignants d'Isabelle, ses voisins,
et même quelques-uns de ses anciens élèves avec leurs parents. Quand les portes de l'église s'ouvrirent et qu'Isabelle apparut au bras de son père, Alexandre sentit son cœur s'arrêter de battre. Elle était radieuse dans une robe de mariée simple mais parfaitement coupée, qu'elle avait choisie pour sa beauté intemporelle plutôt que pour son prix. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon élégant orné de petites fleurs blanches, et son sourire illuminait toute l'église. En la voyant s'avancer vers lui, Alexandre réalisa qu'il vivait le plus beau jour de sa vie. La cérémonie fut émouvante et authentique. Le père Dubois, qui connaissait Isabelle depuis son enfance, prononça une homélie touchante sur l'amour véritable qui transcende les différences sociales. « Alexandre et Isabelle, dit-il, vous nous prouvez aujourd'hui que l'amour n'a pas de frontières, que deux cœurs sincères peuvent s'unir au-delà de tout ce qui pourrait les séparer. Votre union est un exemple de ce que peut accomplir l'amour quand il est pur et désintéressé. » Ces paroles résonnèrent profondément dans l'assemblée et plus d'un invité essuya discrètement une larme. Quand vint le moment de l'échange des vœux, Alexandre et Isabelle avaient choisi de s'exprimer avec leurs propres mots. Alexandre prit les mains d'Isabelle et la regarda dans les yeux. « Isabelle, avant de vous rencontrer, j'avais tout ce que l'argent peut acheter, mais rien de ce qui compte vraiment. Vous m'avez appris que la vraie richesse se trouve dans l'amour, la générosité et l'authenticité. Vous avez transformé ma maison en foyer, ma solitude en partage, ma fortune en outil de bien. Je promets de vous aimer et de vous chérir, de rester l'homme que vous avez découvert au café Le Procope, celui qui existe au-delà des titres et des possessions. » Isabelle, émue aux larmes, répondit d'une voix tremblante mais claire. « Alexandre, vous m'avez montré qu'il était possible de grandir sans perdre son essence, d'avoir du succès sans oublier ses valeurs. Vous m'avez prouvé que l'amour véritable existe, qu'il peut naître entre deux personnes que tout sépare en apparence, mais que tout unit en réalité. Je promets de vous accompagner dans cette vie, de vous soutenir dans vos projets et de continuer à être la femme simple que vous avez aimée, tout en grandissant à vos côtés. » Leurs vœux touchèrent profondément l'assistance, et quand ils s'embrassèrent pour sceller leur union, l'église résonna d'applaudissements chaleureux. La réception dans le jardin de la propriété d'Alexandre fut à l'image de leur couple, élégante mais chaleureuse, raffinée mais accessible. Henri et son équipe avaient préparé un cocktail mélangeant haute gastronomie et plats régionaux, chers au cœur d'Isabelle. Les invités se mélangèrent naturellement, les enseignants de l'école primaire conversant avec les dirigeants d'entreprise, les voisins d'Isabelle échangeant des anecdotes avec les amis d'Alexandre. Cette mixité sociale, loin d'être artificielle, créait une atmosphère unique de convivialité et de découverte mutuelle. Marcus prononça un discours émouvant qui fit rire et pleurer l'assemblée. « J'ai connu Alexandre depuis nos 20 ans, dit-il, et je peux vous dire qu'il a fallu attendre qu'il rencontre Isabelle pour le voir vraiment heureux. Elle a réussi là où nous avions tous échoué. Elle lui a fait redécouvrir son humanité. Alexandre, tu es enfin devenu l'homme que tu étais destiné à être. Et Isabelle, merci d'avoir sauvé notre ami de sa tour d'ivoire. » Le père d'Isabelle, simple retraité de la poste, prit ensuite la parole avec une émotion palpable. « Ma fille a toujours eu un grand cœur, mais Alexandre, vous lui avez donné des ailes. Nous vous confions notre trésor le plus précieux. » La soirée se prolongea tard dans la nuit, rythmée par les danses et les rires. Alexandre et Isabelle ouvrirent le bal sur « La vie en rose » d'Édith Piaf, choix qui reflétait parfaitement leur histoire d'amour parisienne. En voyant Isabelle rayonner dans ses bras, Alexandre ne put retenir quelques larmes de bonheur. « Madame Dubois », murmura-t-il à son oreille, « j'aime bien la sonorité de ce nom. » Isabelle sourit. « Moi aussi, monsieur Dubois. Mais j'espère que vous m'aimerez toujours quand je corrigerai les copies de mes élèves dans votre magnifique bureau. » Alexandre rit. « Surtout quand vous ferez cela. C'est exactement la vie que je veux avec vous. » Les mois qui suivirent leur mariage furent une période d'adaptation douce et naturelle. Isabelle s'installa définitivement dans la propriété d'Alexandre, mais elle garda précieusement son petit appartement du 19e, qu'elle transforma en bureau et lieu de retraite quand elle avait besoin de retrouver ses racines. Alexandre, lui, découvrait les joies d'une vie de couple équilibrée. Il avait réorganisé ses priorités professionnelles, déléguant davantage pour passer plus de temps avec sa femme et s'impliquer dans les projets philanthropiques qu'ils développaient ensemble. Leur fondation pour l'éducation prit rapidement de l'ampleur. Isabelle apportait son expertise pédagogique et sa connaissance du terrain,
tandis qu'Alexandre mettait à disposition ses ressources financières et son réseau professionnel. Ensemble, ils financèrent la rénovation d'écoles défavorisées, créèrent des programmes de soutien scolaire et organisèrent des sorties culturelles pour des milliers d'enfants qui n'avaient pas la chance de voyager. « Vous savez, dit un jour Isabelle à Alexandre, je n'aurais jamais imaginé pouvoir aider autant d'enfants. Votre fortune entre de bonnes mains. » Alexandre sourit. « Notre fortune, Isabelle. » Et effectivement, elle n'a jamais été aussi bien employée. 1 an après leur mariage, Alexandre eut l'idée qui allait couronner leur bonheur commun. Il proposa à Isabelle de créer une école expérimentale, un établissement pilote qui combinerait excellence académique et pédagogies innovantes, ouvert à tous les enfants sans distinction sociale. « Imaginez, dit-il avec enthousiasme, une école où vos méthodes pédagogiques pourraient s'épanouir sans contraintes budgétaires, où chaque enfant aurait accès aux meilleures ressources éducatives. » Isabelle fut immédiatement séduite par ce projet ambitieux qui donnait un sens concret à leur union. L'école Alexandre et Isabelle Dubois ouvrit ses portes 2 ans plus tard dans un magnifique bâtiment du 15e arrondissement, entièrement rénové selon les principes de l'architecture durable. Isabelle en devint naturellement la directrice pédagogique, mettant en place des méthodes d'enseignement révolutionnaires qui firent rapidement de l'établissement une référence nationale. L'école accueillait des enfants de tous milieux sociaux, la moitié des places étant réservées à des familles modestes grâce à un système de bourse intégrale. Le succès de leur école dépassa toutes leurs espérances. Les médias s'intéressèrent à ce couple atypique qui révolutionnait l'éducation en France, mais Alexandre et Isabelle veillaient à ce que leur vie privée reste préservée. Ils donnaient quelques interviews soigneusement choisies, préférant laisser parler leurs actions plutôt que leurs mots. « Nous ne sommes que les facilitateurs », disait Isabelle lors d'une conférence sur l'innovation pédagogique. « Les vrais héros, ce sont les enseignants qui s'investissent chaque jour auprès des enfants. » Leur bonheur personnel s'épanouissait en parallèle de leur succès professionnel. Alexandre découvrait les joies simples qu'Isabelle lui avait fait redécouvrir. Les promenades dominicales au marché, les soirées à cuisiner ensemble, les conversations passionnées devant la cheminée. Isabelle, elle, appréciait le confort que lui offrait sa nouvelle situation, non pas pour le luxe lui-même, mais pour la liberté qu'il lui donnait de se consacrer entièrement à sa passion pour l'enseignement sans se soucier des contraintes matérielles. 3 ans après leur mariage, Isabelle annonça à Alexandre une nouvelle qui les combla de joie. Elle était enceinte. « Un petit Dubois en route », dit-elle en lui montrant le test de grossesse. Alexandre la souleva dans ses bras et la fit tournoyer, fou de bonheur. « Notre enfant grandira entouré d'amour et de valeurs solides, » dit-il, ému. « Il aura le meilleur des 2 mondes, votre authenticité et nos moyens pour faire le bien. » Isabelle posa sa main sur son ventre encore plat. Il ou elle apprendra que l'argent n'est qu'un outil, que la vraie richesse se trouve dans les relations humaines et la générosité. La grossesse d'Isabelle fut une période merveilleuse pour le couple. Alexandre l'entourait d'attentions délicates, sans jamais être envahissant, et Isabelle continuait son travail à l'école tant que sa santé le permettait. Ils passaient leurs soirées à imaginer l'avenir de leur enfant, à aménager la nurserie, à choisir des prénoms qui reflèteraient leurs valeurs communes. « J'aimerais qu'il ou elle comprenne dès le plus jeune âge que nous avons de la chance, » disait Isabelle, et que cette chance implique des responsabilités. Leur fille, Louise, naquit par une belle matinée de printemps, apportant une joie indescriptible dans leur vie déjà comblée. Alexandre découvrit les émotions de la paternité avec une intensité qui le surprit, tandis qu'Isabelle s'épanouissait dans son rôle de mère tout en continuant à diriger leur école. Louise grandit dans un environnement privilégié, mais équilibré, entourée d'amour, mais éduquée dans la simplicité et la conscience sociale. 5 ans après leur première rencontre au café Le Procope, Alexandre et Isabelle fêtaient leur réussite conjugale et professionnelle, entourés de leurs proches. L'école Dubois était devenue un modèle reproduit dans plusieurs villes de France. Leur fondation avait aidé des milliers d'enfants, et leur fille Louise, désormais âgée de 2 ans, illuminait leur journée de son rire cristallin. « Vous souvenez-vous, dit Alexandre à Isabelle en la serrant contre lui, de ce premier dîner où vous hésitiez à commander autre chose qu'une salade ?» Isabelle rit. « Et vous, vous rappelez-vous de votre angoisse à l'idée de me révéler votre fortune ?» Finalement, continua Isabelle, nos différences ont fait notre force. Vous m'avez donné les moyens de mes ambitions pédagogiques,
Et moi, je vous ai aidé à donner un sens à votre réussite. » Alexandre hocha la tête. « Nous avons prouvé qu'amour et argent ne sont pas incompatibles, à condition que l'amour reste la priorité absolue. » Ils regardèrent leur fille jouer dans le jardin de leur propriété, désormais transformé en un véritable foyer familial où résonnaient les rires et les conversations animées. Marcus et Marie-Claire, témoins privilégiés de cette belle histoire, ne manquaient jamais une occasion de taquiner Alexandre sur sa transformation. « Qui aurait cru, disait Marcus, que le requin de la finance deviendrait un papa gâteau et un philanthrope ?» Alexandre souriait, assumant parfaitement cette évolution. « Isabelle m'a sauvé de moi-même, reconnaissait-il. Elle m'a montré que la vraie réussite ne se mesure pas en millions d'euros, mais en vie transformée et en amour partagé. » Leur histoire devint rapidement légendaire dans les cercles parisiens, non pas pour son côté conte de fées, mais pour sa profonde authenticité. On racontait comment une simple institutrice avait humanisé l'un des hommes les plus riches de France, comment un milliardaire solitaire avait trouvé sa voie en aidant l'éducation des enfants défavorisés. Mais Alexandre et Isabelle restaient discrets sur leur intimité, préférant laisser parler leurs actions plutôt que leurs sentiments. Un soir d'automne, 10 ans après leur première rencontre, Alexandre et Isabelle retournèrent au café Le Procope pour célébrer l'anniversaire de leur rencontre. L'établissement n'avait pas changé, avec ses banquettes en velours rouge et son atmosphère chaleureuse. Ils s'installèrent à la même table que celle de leur premier rendez-vous, émus de ce retour aux sources. « 10 ans », murmura Isabelle en regardant autour d'elle. « J'ai l'impression que c'était hier, et à la fois dans une autre vie. » « Nous avons parcouru un sacré chemin, » dit Alexandre en prenant sa main. « De ce premier dîner où je me faisais passer pour un homme d'affaires ordinaire à aujourd'hui, où nous dirigeons ensemble une œuvre qui nous dépasse. » Isabelle sourit. « Et dire que j'avais failli ne pas venir à ce rendez-vous. Marie-Claire avait dû insister pendant des semaines. » Alexandre frissonna. Heureusement qu'elle a insisté. Imaginez si nous nous étions ratés? Cette pensée les fit tous les deux sourire, conscients de la chance extraordinaire qu'ils avaient eue. Le serveur, le même homme d'âge mûr qui les avait servis 10 ans plus tôt, les reconnut et vint les saluer. « Ah, le couple du miracle, » dit-il en souriant. « Nous gardons précieusement le souvenir de votre première rencontre ici. Vous étiez si timide, si touchant. Et maintenant, regardez-vous. » Alexandre et Isabelle échangèrent un regard complice. Leur histoire était devenue partie intégrante de la légende du lieu, et ils en étaient fiers. Pendant le dîner, ils évoquèrent leurs projets futurs. L'école du bois s'apprêtait à ouvrir une antenne à l'étranger, leur fondation développait de nouveaux programmes, et Louise montrait déjà des signes précoces d'intelligence et de sensibilité qui les émerveillaient. « Elle a votre cœur généreux et votre intelligence, » dit Alexandre à Isabelle. « Et votre détermination et votre vision, » répondit Isabelle. « Elle sera formidable, j'en suis sûr. » En rentrant chez eux cette nuit-là, main dans la main sous les lumières de Paris, Alexandre et Isabelle firent le bilan de leur bonheur. Ils avaient construit bien plus qu'un mariage réussi. Ils avaient créé un modèle de vie qui inspirait leur entourage. Leur amour, né d'un malentendu et nourri par la découverte mutuelle, était devenu une force transformatrice qui rayonnait au-delà de leur couple. « Vous savez ce qui me rend le plus fier ?» dit Isabelle en se blottissant contre Alexandre dans leur lit. « C'est que nous avons réussi à rester nous-mêmes tout en grandissant ensemble. Vous êtes toujours l'homme sensible que j'ai découvert au Procope, et moi je suis restée l'institutrice passionnée que vous avez aimée. » Alexandre caressa ses cheveux. « C'est cela, le secret de notre réussite. Nous nous sommes enrichis mutuellement sans perdre notre essence. » Leur dernière pensée avant de s'endormir allèrent vers Louise qui dormait paisiblement dans sa chambre voisine. Cette petite fille grandirait en sachant qu'elle était aimée inconditionnellement, qu'elle avait des responsabilités envers les autres, et que l'argent n'était qu'un moyen au service de plus nobles causes. Elle serait l'héritière non seulement de la fortune des Dubois, mais surtout de leurs valeurs et de leur exemple. Épilogue. 15 ans plus tard, Louise Dubois, devenue une jeune femme brillante et engagée, prononçait le discours d'inauguration de la 10e école Dubois, cette fois-ci implantée au Sénégal. « Mes parents m'ont appris, disait-elle devant l'assemblée émue, que l'amour véritable se reconnaît à sa capacité à transformer le monde. » Leur rencontre, née du hasard d'un rendez-vous arrangé, a donné naissance à une œuvre qui dépasse aujourd'hui nos frontières. Ils ont prouvé que quand l'amour et la générosité s'unissent, ils peuvent accomplir des miracles. Alexandre et Isabelle, assis au premier rang,
se tenaient la main en écoutant leur fille. Leurs cheveux avaient grisonné, leur visage portait les marques du temps, mais leur amour brillait toujours de la même intensité qu'au premier jour. Ils avaient traversé ensemble les joies et les épreuves, construit une famille unie et une œuvre durable. Leur histoire, commencée dans un petit café parisien, avait touché des milliers de vies à travers le monde. Finalement, murmura Alexandre à l'oreille d'Isabelle, Marcus avait raison ce fameux soir où il m'a forcé à accepter ce rendez-vous. Il m'avait dit que cette fois-ci, c'était différent. Isabelle sourit, ses yeux pétillants de malice. Il ne croyait pas. Si bien dire, nous avons créé quelque chose de vraiment différent. Un amour qui change le monde. Et tandis que Louise continuait son discours, Alexandre et Isabelle savouraient la certitude d'avoir vécu une histoire d'amour exceptionnelle. Une histoire qui continuerait à inspirer bien au-delà de leur existence. Leur amour, né de la rencontre entre deux mondes en apparence incompatibles, avait démontré que les plus belles histoires naissent parfois des différences les plus grandes. Alexandre avait trouvé en Isabelle la femme qui lui avait rendu son humanité, et Isabelle avait découvert en Alexandre l'homme qui avait donné des ailes à ses rêves les plus fous. Ensemble, ils avaient prouvé que l'amour véritable ne connaît pas de frontières sociales et que la vraie richesse se mesure à l'impact positif qu'on laisse sur le monde. Un grand merci de nous avoir suivis dans cette belle histoire d'amour. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette conclusion. Quelle partie de l'histoire vous a le plus ému? Croyez-vous aux histoires d'amour qui transcendent les différences sociales? Votre avis nous intéresse énormément.